Bonjour, je suis Alain Desmousseaux. J'ai été ravi de participer à ce webinaire. Je ne vous cache pas qu'il peut paraître surprenant d'interviewer dans le cadre d'un cabinet de management de transition un pilote de ligne. Et pourtant, nos métiers et nos spécialités respectives ont tellement de similitudes. J'exerce en effet actuellement comme commandant de bord, instructeur et examinateur au sein d'une entreprise de transport aérien public. Et croyez-moi, des arbitrages et des décisions, j'en prends tous les jours, c'est mon quotidien. Avant cela, pendant 18 ans, j'ai été engagé dans l'armée de l'air française comme pilote de chasse. J'ai participé notamment à 55 missions de guerre dans des contextes nationaux et internationaux. Et dans ce cadre-là également, croyez-moi, des prises de décision sous stress, j'ai dû en prendre. Pendant ce webinaire, co-animé avec Guillaume Dupont, nous vous avons proposé des méthodes pour vous adapter à toute situation de crise et vous aider à prendre la meilleure décision. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire Wayden organisé autour de la thématique de la prise de décision et de la gestion du stress en situation de crise. Je suis Guillaume Dupont, directeur associé, et notre invité est Alain Desmousseaux. Bonjour à toutes et à tous. En effet, le cabinet Wayden m'a fait la surprise de m'inviter pour co-animer ce webinaire. Je suis actuellement commandant de bord, instructeur et ancien pilote de chasse. Alors, si vous aussi, comme moi, vous êtes stressé quand vous prenez l'avion, je vous invite à écouter ce webinaire avec attention, puisque vous verrez que tout est sous contrôle et vous devriez être rassuré. Donc, ce webinaire va durer 45 minutes, 30 minutes d'échange avec Alain pour nous expliquer justement ses méthodes, ses techniques pour gérer justement des situations compliquées. 15 minutes d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les écrire et j'y répondrai, ou Alain, au fil de l'eau ou justement sur ce quart d'heure. Comme ça, nous pourrons aborder tous les éléments ensemble. Donc, comme vous l'avez vu, nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez particulier. Nous traversons une actualité unique. Nous sommes en crise sanitaire avec des impacts considérables, évidemment, pour l'économie. Nous avons dû nous adapter en seulement quelques jours. Nous l'avons vu avec des restaurants qui ont fermé en 3 heures. Il y a eu des nouveaux modèles économiques qui se sont développés. Le télétravail qui est devenu, je dirais, absolument nécessaire pour la continuité des activités. Bref, nous sommes sortis de notre zone de confort et avons dû justement gérer cela avec une nouvelle vision. Alors justement, Alain, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter dans une situation nouvelle et une situation stressante? Alors, je tenais à faire une petite précision, c'est que j'ai comme particularité professionnelle d'avoir 2 activités qui se sont succédées. Ça fait 19 ans que je suis dans l'aviation civile, comme instructeur, commandant de bord. Et auparavant, j'étais pilote de chasse pendant 18 ans. Et à l'instar d'un manager de transition, j'ai eu l'expérience de servir dans l'armée, mais sous contrat. C'est-à-dire que j'avais un contrat à durée indéterminée, ou en tout cas son équivalent. Mais les officiers qui servent sous contrat dans l'armée changent de fonction au sein de l'armée à peu près tous les 2-3 ans. Donc, je pense que j'ai en commun avec bon nombre d'entre vous ce mode de vie qui consiste à devoir s'adapter à un nouvel écosystème, à devoir s'adapter à une nouvelle hiérarchie, à apprendre des nouveaux éléments de langage, et tout cela en un minimum de temps. Et l'armée a une particularité, c'est qu'on a beau être très jeune, on a beau être seulement à l'âge de 25 ans, et à partir du moment où on a été sélectionné et adoubé, on a néanmoins la responsabilité d'une machine de plusieurs dizaines de millions de dollars, et donc ça fait sens. Je vais aller au but. On est aujourd'hui dans une situation compliquée. La situation économique, naturellement, qui va suivre à la crise sanitaire, il va falloir la mener comme une guerre. Je pense que parmi vous, vous étiez déjà dans vos entreprises respectives, parfois en situation de guerre exacerbée par une concurrence entre plusieurs structures.
eh bien, affronter l'inconnu et le stress, il faut déjà se considérer soi-même qu'en étant en guerre. Et pour cela, il ne suffit pas de le dire, il faut avoir des outils et une méthode. Absolument. Alors, merci Alain pour cette introduction. Encore une fois, l'objectif dans un premier temps, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut s'adapter à une situation nouvelle. Quels peuvent être justement ces fameux outils, Alain? Alors Guillaume, il y a un prérequis bien évidemment. Avant de se heurter comme ça à un nouveau contexte, il faut être un expert dans son domaine. Et je sais que chez Whedon, vous interagissez avec des managers de transition qui sont déjà, qui possèdent cette capacité. Absolument. Alors, et ça je fais vraiment une homothétie avec mon cœur de métier, je vais vous parler de Crew Resource Management, acronyme CRM, que l'on décline donc Crew comme étant la connaissance de soi, et on va élargir cette connaissance au Cockpit Resource Management, qui va permettre de connaître ses collègues de travail, les membres de l'équipe avec lesquels on va être en interaction, et on va agrandir le cercle pour arriver in fine au Company Resource Management, parce que l'idéal, c'est d'interagir avec toutes les structures de l'entreprise, et de l'humain individuel, on passe à l'équipe et on arrive à la totalité de l'entreprise. C'est effectivement un travail collaboratif. Effectivement, comme tu le précises, c'est d'abord un travail personnel, mais aussi un travail d'équipe. Donc, je reviens en prime abord au travail personnel. Il faut bien se connaître. L'être humain, par nature, a tendance, lorsqu'il reçoit une information, quelle qu'elle soit, à créer de la distorsion de cette information. On appelle cela un biais cognitif. Ces biais sont de différents types. Il y en a un qui va vous apparaître évident, c'est la faculté naturelle de vouloir faire comme l'ensemble du groupe dans lequel on se retrouve. Le groupe, généralement, l'entreprise, va avoir sa culture d'entreprise, elle va avoir parfois une opinion dominante. Eh bien, soi-même, il ne faut pas se laisser déranger par cette opinion dominante. Après tout, le manager de transition, il a peut-être, lui, la clé, donc il doit continuer à avoir sa propre opinion. Je rebondis effectivement sur ce point, en faisant le parallèle évidemment avec une mission de management de transition. Le propre d'une mission est d'intervenir dans un contexte bien sûr urgent et important, mais avec un manager qui a une expérience, mais qui n'arrive là que pour une période donnée, donc ponctuelle. Il n'est pas là pour rentrer dans un jeu politique. Et donc, le regard de l'autre, cette dimension de conformité, a priori, doit disparaître. Il est là pour être dans l'exécution de la mission. Alors, il y a un deuxième biais qui est important. À partir du moment où on a une certaine expérience, eh bien, on a vécu des situations de crise, on en a déjà rencontré. Et il sera peut-être facile de vouloir, à situation donnée, apprécier des signaux faibles, des symptômes qui vont en fait déjà confirmer un projet d'action que l'on a déjà en tête. Eh bien, ça, c'est une erreur. Il faut absolument éviter cela, refaire une deuxième lecture et s'efforcer de détecter le petit canard noir au milieu du groupe de signes pour chercher un symptôme qui pourra infirmer un projet d'action sur lequel on est déjà presque parti. Il y a un troisième biais, c'est le biais d'habitude. Vous avez été, je pense peut-être pour certains, DRH pendant 10 ans dans une entreprise. Vous changez d'écosystème et vous allez avoir naturellement envie, c'est même inconsciemment, de vouloir dupliquer ces façons de travailler, alors que, on peut le penser, la crise actuelle Covid aura bien changé les contextes. Donc là, il faut aussi oublier ses habitudes. Donc c'est effectivement l'agilité et la capacité d'adaptation qui est fondamentale. Est-ce que justement, Alain, tu aurais des anecdotes à nous raconter dans ton expérience militaire ou dans le secteur privé, de situations où toi-même tu as dû te remettre en question et t'adapter à quelque chose? J'en ai bien évidemment, mais je vais en citer une qui va vous faire sourire. Je suis d'une génération qui est rentrée donc dans le métier de façon analogique, et j'ai vécu la transition vers l'outil informatique qui faisait un peu peur à tout le monde, parce que pendant une période, il a fallu faire à la fois de l'analogique et du numérique et mener de front les deux choses.
Eh bien, j'ai eu l'opportunité d'être en état-major responsable de planification de missions, donc des missions d'importance, hein, des exercices d'ampleur européenne, donc barrière de la langue, des outils informatiques assez différents. Et nous étions là dans la période qui précédait les événements dans les Balkans. Et je me souviens de notre première évaluation par un colonel de l'OTAN. Nous étions donc dans une tente en extérieur avec notre matériel informatique durci pour résister à la pluie, etc., comme les militaires savent le faire. Et cet évaluateur s'est approché du tableau électrique et il a simplement coupé l'alimentation électrique. Donc, tout le monde s'est retrouvé sans son outil informatique. Et bien là, on a eu la surprise de s'apercevoir qu'on avait encore notre savoir-faire. Et c'est ce que voulait voir l'évaluateur. Donc, on a sorti les paperboards, les feutres, et on a transcrit nos tableurs Excel à nouveau sur du papier. Donc, c'était juste pour la photo, mais on a montré notre capacité d'adaptation. D'accord. Okay. Et puis, bon, je crois que ça fait pas loin d'une vingtaine d'années que tu es commandant de bord et pilote de ligne. Donc, tu as connu le 11 septembre. Donc là, il y a eu une révolution dans ton métier avec les attentats du 11 septembre. Comment est-ce que tu as vécu justement ce changement professionnel et quels ont été les impacts et comment tu as réussi à le gérer, toi et peut-être ton équipe? Eh bien, c'est fort simple. Je suis rentré dans un écosystème d'aviation civile. Donc, j'interagissais avec des personnes qui, peu de temps auparavant, étaient des fonctionnaires, habitués à des process, verrouillés dans leur façon de faire et avec une certaine peur du changement. Bien sûr. Et c'est justement là que je suis arrivé avec ma valeur ajoutée. Il a fallu créer de nouvelles procédures liées notamment à la dangerosité, au terrorisme. Et on s'aperçoit que finalement, un peu d'intelligence au bon endroit, au bon moment, et surtout, ça se joue parfois au détail, on part sur de nouveaux protocoles. Je voudrais intervenir aussi sur la conscience de situation, Guillaume. Oui. Parce que la conscience de situation, c'est le prérequis indispensable pour prendre une bonne décision. Il faut savoir percevoir, il faut savoir être à l'écoute des signaux faibles. Je vous donne un exemple vécu il y a peu de temps à l'atterrissage à Charles de Gaulle. Je m'aperçois qu'au moment de freiner l'avion sur la piste, un message d'alarme fugace lié à la pression hydraulique est apparu, mais une demi-seconde. J'ai juste eu dans mon champ de vision le mot pression, press en anglais, et le copilote m'a dit, écoute, ça a disparu, on oublie. Eh bien là, avec mon expérience, tout simplement, je me suis dit, non, ça c'est une situation anormale. L'avion est en train de nous parler. Potentiellement, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai fait intervenir l'équipe technique qui a ouvert le réacteur. Et dans le réacteur, il y avait une fuite de pression hydraulique. Voilà. Ça, c'est typiquement des situations vécues où on s'aperçoit qu'on a beau être sur des machines de 50 millions de dollars, eh bien, c'est le petit détail qui fait toute la différence. Et ça, tu as su aussi réagir parce que tu avais cette expérience, tu avais l'habitude de cet outil, de cet avion, et tu comprenais du coup qu'effectivement, ce signe faible devait être évidemment analysé. Alors, je dirais, pour avoir travaillé un petit peu à l'international, notamment avec l'US Air Force et la Royal Air Force, les Anglais, en France, on a quand même quelques handicaps parce que dans nos cursus universitaires respectifs, finalement, prendre des décisions, sortir de sa zone de confort, s'entraîner au stress, on ne le fait jamais. Bien sûr. C'est quelque chose qui, dans le monde civil, est complètement ignoré. Eh bien, là encore, je vais vous donner des modus operandi qu'on a validés dans l'armée il y a bien longtemps. C'était en 1993. Nous prenons nos futurs pilotes et nous les mettons dans des situations. Alors, ça peut s'apparenter, excusez-moi, à un Koh-Lanta où on va partir avec un groupe de 6 personnes, proposer un petit scénario. Donc, par exemple, imaginez, on est en pleine nature et on propose à ces personnes-là d'imaginer qu'un avion s'est crashé et il faut absolument aller chercher le pilote le plus rapidement possible. Donc, là, l'instructeur que je suis désigne un chef d'équipe et là, j'écoute son histoire.
et je vois le comportement et l'adaptation de la personne. Comment est-ce qu'il réagit, comment est-ce qu'il communique avec le reste de l'équipe. Exactement. Pour justement aller récupérer ce pilote échoué. Donc, idéalement, s'entraîner à sortir de sa zone de confort, c'est un plus. Bien sûr. C'est ce que je fais tous les jours à l'instruction, au simulateur de vol, où j'entraîne les équipages à être en situation anormale. Et le jour, si jamais ça leur arrive, ce sera d'ailleurs une fois dans leur vie, parce qu'on a une fiabilité tout à fait exceptionnelle sur tous les avions, eh bien, ils sauront comment réagir. Et donc, ça a été effectivement une expérience intéressante de savoir comment traiter ensemble, comment est-ce que ce leader devait mener en tout cas l'exercice pour aller vers l'objectif. Donc, effectivement, c'est un élément fondamental. Si je fais le parallèle avec le management de transition par rapport en tout cas aux différents outils que tu décris, Alain, je pense qu'effectivement, la première chose, c'est l'expérience. Un manager de transition, quand il opère sa mission, il s'adosse à un vécu, à des situations qu'il a déjà rencontrées dans sa carrière. Il est aguerri. Le deuxième élément, comme tu le décrivais, c'est la prise en compte et la découverte de l'écosystème dans lequel il évolue et dans lequel il va pouvoir prendre conscience des différents signaux faibles, que ce soit des sujets exogènes ou endogènes, pour justement mieux réagir. Et après, c'est bien se connaître, mais avoir aussi une capacité de communication avec le reste de l'équipe. Alors, la communication est essentielle. Ouais. C'est avant tout un travail d'équipe. Donc, face à une situation exceptionnelle, le résultat final de tout le protocole qu'on va mettre en œuvre, il sera toujours du niveau du maillon le plus faible de la chaîne. Donc, il faut que son collaborateur, et donc dans mon cas, c'est le copilote, il faut que je m'assure que mon copilote comprenne exactement la même situation. Il faut donc chausser les lunettes de l'autre, si j'ose dire, pour être sûr d'avoir à la base deux personnes qui comprennent la même chose et qui vont pouvoir élaborer un projet d'action. Si à la base, les gens sont en désaccord, certains ne vont pas le dire, ils ne vont pas oser le dire, et le projet d'action qui va en découler sera mal exécuté. Donc, il est indispensable, une fois qu'on a validé cette compréhension commune, eh bien, de se projeter, d'envisager toutes les conséquences de la décision qu'on va prendre, du point de vue opérationnel et dans mon cas, je dirais même aussi parfois économique. En fonction de l'assessment qu'on va obtenir, eh bien, on prend la décision d'aller, dans mon cas par exemple, ça va être pour des raisons météorologiques, de dérouter sur un autre terrain à destination, et on met en place le projet d'action. D'accord. Donc, si je récapitule aujourd'hui, dans ta vision des choses, Alain, les différents biais sont donc le biais cognitif, la conformité, la confirmation, les habitudes et la compréhension de l'environnement dans lequel tu évolues. Exactement. Pour justement être en capacité de t'adapter, pour anticiper et donc prendre la meilleure décision pour réagir. Exactement. Alors, dans la thématique sur laquelle à laquelle on s'intéresse, stress, il faut absolument apprendre à gérer son émotion. C'est le fondamental. Donc, chacun a sa propre carte d'identité. Hier après-midi, j'étais encore au simulateur. Bien évidemment, en ce moment, je réentraîne les pilotes qui n'ont pas volé pendant 3 mois. Donc, je les soumets dans des situations délicates. Et encore hier, je me suis aperçu qu'en coupant un réacteur dans la phase d'envol, après décollage, eh bien, le pilote s'est mis à parler très vite à son collègue, à parler très vite à la radio. Eh bien là, je lui fais toucher du doigt que précisément, il fallait se mettre à parler tout doucement, à utiliser les mots les plus simples possibles. J'ai eu l'opportunité dans ma carrière d'être formé au sein des écoles de l'OTAN avant de partir en Bosnie. Eh bien, le stage auquel j'ai participé dure 2 mois avec des pilotes qui sont vraiment aguerris. Eh bien, le premier jour du stage est dédié à la communication. Et croyez-moi, sur les missions de guerre auxquelles j'ai pu participer, j'ai toujours été surpris d'être quelque part au-dessus de l'Irak, en pleine nuit, et d'entendre le contrôleur, souvent américain, avec son accent texan, eh bien de faire l'effort
de changer son élocution, d'utiliser les mots standards pour que moi je les comprenne. Et il s'est mis toujours à parler doucement pour me dire où je devais aller pour traiter la menace. Et c'était assez paradoxal d'être dans une situation où on a l'émotion, le cœur qui bat, et d'avoir ce référentiel qui est posé, qui est serein, et qui, une fois qu'il a fait son job, eh bien, continue à faire ce qu'on appelle une diffusion, continue son message. Oui, je pense qu'en tout cas, il y a un véritable parallèle avec notre actualité. Aujourd'hui, on est dans un contexte extrêmement incertain. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés même à se projeter aussi avec leurs problématiques de trésorerie. On sait qu'habituellement, il y a 50 000 faillites en France par an. Là, on est plutôt sur une projection quasi du double, puisqu'on est sur 90 000. Donc là, il y a une grosse incertitude, il y a une grosse part de stress chez même des dirigeants qui ont besoin aujourd'hui d'être rassurés et de mieux gérer, justement, de mieux aborder ces situations. Quel Alors, conseil Guillaume, tu peux donner là-dessus? eh bien, justement, là, vous avez affaire à des professionnels, Oui. aguerris, à des experts. Donc, chacun possède déjà, lorsqu'il va arriver dans un nouveau contexte entrepreneurial, il possède sa petite boîte à outils, son petit couteau suisse. Il est donc capable d'évaluer eh bien, les situations auxquelles il doit potentiellement faire face. Et il peut anticiper la réponse qu'il va mettre à chaque menace. Cela a un nom, ça s'appelle le TEM, le Threat and Error Management. Tout être humain fait en moyenne 8 erreurs par heure. C'est se mentir de dire que nous sommes toujours les meilleurs du monde. Non, nous sommes faillibles. Mais à partir du moment où on admet cette situation et que l'on fasse pour toute situation de vol, dans mon cas, du TEM, eh bien, quand la situation produit, le travail est déjà fait à presque plus de 50%. Un exemple, lorsque je décolle de Lyon pour aller à Rome, il faut survoler les Alpes. Survol des Alpes, on n'est pas à l'abri d'une défaillance de pressurisation, d'alimentation d'oxygène ou de panne d'un réacteur. Eh bien, à ce moment-là, il convient, en préparation du vol, d'évaluer bien la trajectoire que l'on adopterait en fonction de sa position par rapport aux montagnes. Et on fait un calcul de performance en fonction du poids de l'avion. On sait très bien à quel niveau on va pouvoir arrêter notre descente. Donc, si je comprends bien, l'idée, c'est quand même d'être dans une logique de préparation et d'anticipation. Alors, on a une question qui est assez intéressante, c'est, parce que là, on parle de la gestion de son propre stress. Mais si le stress provient d'une autre personne, d'une tierce personne, comment est-ce qu'on fait pour justement l'absorber et la canaliser? Eh bien, il faut verbaliser les choses. Il faut dire à la personne, attends, doucement, calme-toi. J'ai vu dans le cockpit, moi, même au simulateur, des personnes en situation difficile m'attraper le bras pour me dire, attention, comment ça se passe là? Donc, il faut absolument mettre les choses à plat. Et c'est vrai que, bon, dans un cockpit, c'est facile. Le lieu est sanctuarisé, il y a une certaine intimité, on peut se dire des choses. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de l'entreprise, malheureusement. Exactement. Alors après, ça peut être le cas dans une entreprise, eh bien, de profiter des moments de pause, des moments un petit peu off the record pour essayer justement de dialoguer avec l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, je m'emballe un petit peu, mais j'ai toujours travaillé avec une notion d'objectif. À partir du moment où il y a un objectif bien défini, on a envie de faire le travail. Et surtout, je pense qu'un manager de transition ne va pas compter son temps. Bien sûr. Merci Alain pour en tout cas ces outils et ton retour d'expérience sur la gestion du stress. Si on devait aborder maintenant la prise de décision dans une situation de crise, c'est-à-dire qu'il y a la première étape qui est de se gérer soi-même et de gérer et de rassurer au travers des éléments que tu viens de nous décrire, une équipe, une entreprise, un projet. Demain, on a un manager de transition, par exemple, qui arrive dans le cadre d'une situation où il est là pour faire avancer les choses. Il va devoir prendre des décisions. Comment est-ce que tu dirais qu'il devrait opérer pour agir finalement? Eh bien, c'est ce que je fais en tant qu'instructeur au simulateur. Je m'efforce de mettre les personnes en zone d'inconfort. Et ça, c'est vrai que dans
dans l'écosystème civil, ce n'est pas évident. On a souvent justement, et c'est même un peu spécifique, je dirais, à l'état d'esprit français, on peut avoir des personnes qui sont installées dans la vie et depuis 10, 20, 30 ans dans la même entreprise et qui vont être déjà perturbées parce qu'un jour, il y a simplement une réorganisation de leur outil de travail et on leur change le bureau. Donc tout ça, je pense, c'est avant tout de la gestion de l'émotion. Le manager de transition agit comme un pilote de chasse. Il est dans un nouvel environnement. Il sait simplement, et ça c'est toujours bien clair, il sait ce que lui sait faire. Et en fonction de la situation vécue, il va s'adapter. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît, c'est celui de la patrouille de France. La patrouille de France fait des choses relativement engagées et leur terrain d'entraînement, c'est la base aérienne de Salon-de-Provence, avec des points de repère qui sont des points géographiques, le péage d'autoroute, la montagne qui est au nord, l'échangeur d'autoroute. La patrouille s'entraîne avec ces repères. Eh bien, cette patrouille, quand elle part dans le monde, quand elle va faire un show à Singapour, à New York, à partir du moment où on définit le point central de référence qui sera un aéroport, eh bien, par rapport à cet aéroport singapourien ou américain, les pilotes continuent d'utiliser les points de repère de Salon-de-Provence. Et ça, ce sont des petits détails qui leur permettent de toucher à la perfection. Bien sûr. Ils ont effectivement une très bonne préparation. Quand on revient sur justement cette capacité de prise de décision, je pense qu'il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est effectivement la définition d'objectifs clairs. Alors ça va passer évidemment par la communication, mais cette capacité à définir ces objectifs pour engager et fédérer, je dirais, une équipe pour mettre en mouvement le projet. Est-ce que là-dessus, tu as un retour d'expérience pour justement nous aider et nous aiguiller là-dessus? On est encore dans l'humain. Je me souviens avoir été plusieurs fois leader, donc chef de patrouille en mission en Irak, avec des gens que je ne connaissais pas, et pour cause, c'était des pilotes de l'US Air Force. Sauf que j'ai juste dit les choses avec simplicité. J'ai défini clairement mes objectifs. C'était simple. Déposer 50% des munitions sur l'objectif et retourner à 100% sur la base de départ. À partir de là, les choses sont claires. On aborde différentes tactiques, et là c'est du TEM. En fonction de ce que va faire l'ennemi en face, on s'adapte. Et l'important, c'est d'avoir confiance en soi et c'est de sentir cette conscience, ça doit être, c'est du charisme en fait. Et ça, ce moment très précieux, on le lit dans le regard, on quitte la salle de briefing, on se retrouve sur le parking, il y a un coup d'œil dans le blanc des yeux à tous ses équipiers et on se dit, OK, là on y va, mais on est sûr que ça va bien se passer. Et dans 4 heures, on pourra fêter ça ensemble. Effectivement, je pense qu'un bon chef de projet a aussi ce leadership naturel. Il est capable d'emmener et d'embarquer les équipes vers l'objectif, mais je pense qu'aussi la communication, la capacité à faire preuve de pédagogie, surtout dans un moment qui peut être stressant pour celui qui le gère, mais aussi pour les autres personnes sont des fondamentaux. Dans le cas du leadership, eh bien, il est fondamental, bien sûr, d'avoir confiance et je pense, hein, c'est peut-être un peu excessif, mais de connaître les limites de ses collègues de travail. Moi, je ne vous cache pas que en mission en Irak, quand ça fait 40 jours que vous dormez le jour, vous travaillez la nuit dans un environnement plutôt hostile, il y a un côté fatigue nerveuse et il y a un côté aussi où on va peut-être avoir des accrochements parce que tout le monde est un petit peu tendu. Donc ça, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est savoir s'adapter. Bien sûr. Et je pense qu'aussi, il y a un autre élément, c'est que si je refais là encore le parallèle avec une mission de management de transition, le fait d'avoir déjà vécu des situations semblables est un élément rassurant qui crée aussi de la légitimité et qui permet de faire mieux avancer les choses et donc de poursuivre le projet.
sur justement toute cette gestion du stress, la prise de décision. Alors toi, tu as des responsabilités puisque tu es commandant de bord. Je l'ai dit en introduction, beaucoup de personnes, et c'est mon cas, ont le stress, la peur de l'avion. Comment est-ce qu'on fait justement pour rassurer et pour justement Oui. mener à bord, enfin à bon chemin tout le monde? C'est très simple. Il faut montrer que tout est simple, hein. Regardez, moi je suis très fan de Thomas Pesquet, qui fait un métier extrêmement engagé, qui écrit des pages blanches, mais lorsqu'il, et c'est pour ça il est retenu dans sa fonction, c'est un excellent communicant. Les choses compliquées s'entendent simplement, toujours. Toujours. Alors, il y a une notion importante aussi. Lorsqu'on fait un travail, c'est de faire du retour d'expérience. Je m'aperçois qu'en équipe, en fonction de la situation, en fonction de la position que l'on a, et dans un avion, c'est crucial, le cockpit n'aura pas la même vision des choses que la cabine. Le contrôleur non plus n'aura pas la même vision des choses. Donc, il convient toujours de mettre en commun cette perception. Et une fois que l'action a eu lieu, il est indispensable de faire un retour d'expérience. C'est-à-dire, on est posé, je ramène tout le monde en salle de préparation, on se pose devant un café, et là on dit voilà, on a été confronté à ça, voilà comment on a vu les choses, voilà ce qu'on a voulu faire, et voilà l'objectif qu'on a pu atteindre. Et à partir de là, soit on est bon, soit on est mauvais, et si on est mauvais, bien évidemment, eh bien, ce retour d'expérience va aller alimenter la base de données de la direction, c'est le service de l'analyse et de la sécurité des vols dans mon écosystème, et on va être même capable, si on voit que ce phénomène est récurrent avec d'autres équipages, eh bien de nourrir les programmes de formation de l'année N+1. Bien sûr. C'est une forme de learning justement pour capitaliser sur ces expériences. Exactement. Et les prendre pour acquis pour justement anticiper de nouvelles situations. Je comprends. Alors, sur justement le mode opératoire d'une action, quand tu vas devoir justement, tu as pris cette décision, tu dois justement maintenant la mettre en œuvre. As-tu des techniques justement pour justement résoudre et faire avancer les choses? La première des choses à faire, c'est de faire ce qu'on a prévu de faire. Oui, c'est vrai. Je dis ça, mais je suis d'une génération qui a vu l'arrivée, je parle de ma fonction de pilote de chasse, de l'arrivée des suivis en temps réel des avions de chasse dans une zone d'entraînement. Donc, on fait son briefing, on joue la situation, et à l'issue, on est capable, dans l'équivalent d'une salle de cinéma, eh bien, d'avoir un replay de tous les avions avec un figuratif, et on voit exactement qui a fait quoi. Et parfois, avec surprise, j'ai découvert que c'était souvent le cas des pilotes confirmés. Les gens ne faisaient pas réellement ce que je leur ai demandé de faire. Si on revient sur un élément qu'on a abordé un petit peu plus tôt, sur justement tout ce qui est conformité. Effectivement, comme je disais, on est dans un monde qui évolue, on a nos habitudes, on a souvent la pression de l'autre, la pression de l'organisation. Alors bien qu'un manager de transition n'est pas a priori cette contrainte-là, comment est-ce que justement on peut faire abstraction de ça et être en capacité, malgré tout, malgré cette pression, de faire bouger les choses? Eh bien, il faut être soi-même une référence. J'ai eu l'opportunité, il y a 10 ans, de développer une activité en Afrique, avec quelques avions qui étaient en leasing là-bas. Et effectivement, j'ai eu affaire à un écosystème qui n'avait pas du tout les mêmes standards. Bien sûr. Donc, là aussi, il faut s'adapter. Guerre du Golfe en Irak en 1991, nous sommes arrivés là-bas avec 450 avions de combat, des milliards de dollars de matériel. Eh bien, la première chose qui a été accomplie par l'US Air Force, eh bien, c'est de fabriquer eux-mêmes leur propre carburant avion. Aucune confiance, pourtant on était en Arabie Saoudite, mais aucune confiance sur la méthodologie in situ. Et à partir du moment où on reprend tout à la base, on assure le maximum. Alors, j'en profite pour dire encore à nos spectateurs de ne pas hésiter à poser leurs questions. On y répondra au fil de l'eau. Si vous en avez, n'hésitez pas, on est là pour ça aussi. Alain, sur justement
cette capacité de projection. Tu sais quel est l'objectif, tu vois quel est le chemin pour y accéder. Pour autant, tu observes qu'il va y avoir certaines difficultés. Comment est-ce que tu fais pour justement faire en Bien, sorte c'est simple. qu'elle soit passée? En fait, il y a un mot important aussi, c'est savoir déléguer. Hein, j'ai été entraîné avec l'OTAN à être leader sur des missions importantes, 40 avions de combat à l'idée et à diriger. Et la première chose, le matin, lorsque nous sommes en mass brief, les évaluateurs prennent un pilote au hasard dans la salle. Ils lui demandent quel est son cœur de métier, quelle est son expertise professionnelle. Et une fois que cela est fait, eh bien, on lui propose de leader une mission qui ne correspond absolument pas à son expertise. Et ça, c'est une réelle difficulté. C'est une preuve d'agilité, justement. C'est une réelle difficulté. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec une équipe, en plus une équipe internationale. Et la première chose, c'est de se dire, parmi ce groupe de personnes, qui fait quoi? Donc, on va dire, tiens, les Anglais ont tel système sur leur machine, ils sont donc capables de me proposer cela. On fait ce partage des tâches. Et en tant que responsable, in fine, s'il s'agit d'attaquer un objectif, eh bien, personnellement, je me concentre simplement sur la dernière minute de vol avant l'objectif. C'est ça mon job. Et je nomme pour chaque phase de la mission, je nomme un spécialiste qui va s'occuper de sa partie. Et donc, le briefing est affaire finalement c'est un métier de chef d'orchestre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une pure responsabilité de management, c'est un acte managérial, c'est en capacité justement de faire intervenir chacun dans sa meilleure expertise pour avoir une équipe forte pour mener à bien, en tout cas, la mission ou le projet. Exactement. Donc, savoir déléguer, ce n'est pas facile, hein, non. Parce qu'on a tendance, surtout quand on est à l'aise et on se sent expert, on a souvent un ego assez dimensionné. Hein, on a vu sur BFM parfois comment réagissaient certains professeurs, alors que non, il faut savoir être humble avant tout. Se dire, voilà, l'objectif est ardu, on me demande quelque chose, je ne sais pas faire, mais je vais y arriver. Et je regarde quelles sont les forces en présence. Et là, il faut atteindre ce moment merveilleux de la synergie du groupe. C'est ça, tant qu'on sent que chacun traîne un petit peu les pieds, il faut profiter de cette synergie. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, mais j'ai remarqué que lorsqu'on arrive dans un nouveau écosystème, dans un nouvel écosystème avec quantité de personnes, il va y avoir 5% de ce groupe qui va être d'accord pour changer. Il va y avoir un pourcentage équivalent bloquant et le reste, les 75%, sont neutres. Donc, il faut identifier tout de suite qui va être qui sera un vecteur portant par rapport aux autres. Justement, on a une question intéressante, c'est comment faire pour convaincre, lorsque tu es seul contre tous, sans taper du poing sur la table, en t'imposant par la force, mais plutôt par la légitimité. Ah oui, s'imposer par la force, ça ne marche jamais. Il faut s'imposer par la conviction. Alors, je vais vous donner un exemple, moi qui a marqué ma vie d'homme. J'en suis ému d'ailleurs au fait d'y penser. C'est la rentrée 1990, juste avant de partir en Irak. On a été engagé le 3 janvier 1991. Eh bien, nous sommes convoqués dans une salle par le commandant d'escadre. Et le commandant d'escadre ne s'est pas habillé avec son uniforme. Il s'est mis en combinaison de vol, en tenue de pilote. Et on est tous en tenue de pilote, tenue verte. Et il ne parle pas du haut de sa tour d'ivoire, il est à notre niveau. Dans la salle, nous sommes 40. Et il s'adresse à chacun de ces hommes. Par le prénom, on oublie les grades. Par le prénom. Et là, il a son projet d'action. Et il donne à chacun
son emploi du temps dans les 2 prochains mois, en fonction des compétences de chacun. Et il l'annonce. Tout ça est verbalisé. Dans la salle, il règne un silence de mort. Personne n'ose contredire quoi que ce soit. On sent que les choses vont se passer comme ça, et elles se sont passées comme ça. Et ça, c'est ça être un chef. Ouais, je pense qu'effectivement, merci en tout cas pour ce témoignage. Mais quand un manager de transition va démarrer ses missions, par exemple sur un site industriel, dans site de production, Je pense qu'il va faire pareil. il doit aller en proximité de ses équipes. Et il doit rencontrer tout le monde. Il doit rencontrer tout le monde pour justement sentir, prendre la température, être proche de son équipe, de ses hommes, de ses femmes, et faire en sorte qu'il y ait une légitimité qui se crée, bien sûr. À partir du moment, quel que soit le groupe, à partir du moment où on sait faire les choses, que l'on montre que l'on sait faire les choses, mais qu'on reste simple et humble, il y a une adhésion. Bien sûr. Merci Alain. Si tu devais justement synthétiser tes techniques, tes conseils justement pour la prise de décision en quelques idées. Première chose d'importance, c'est ce que font tous les pilotes, c'est ce que font tous les médecins. Bien, c'est se maintenir au meilleur niveau d'expertise. Et je pense que vos managers sont dans ce cas de figure. Ensuite, il faut toujours évaluer l'environnement dans lequel on doit être projeté en évacuant au maximum toutes ces émotions. On est là pour faire une mission, on n'est pas là pour rentrer dans un écosystème. On applique bien sûr ce que je vous ai dit à propos des biais cognitifs. On évite toute distorsion de l'information. Et ensuite, eh bien, la méthode toute simple de la prise de décision, écoute des signaux faibles, transmettre à son équipage ou à ses collaborateurs pour être sûr qu'on part sur le même projet d'action, se projeter, décider et agir. Ouais. Et effectivement, on est sur de l'humain, c'est aussi ça le sujet. C'est cette capacité à communiquer, à se faire comprendre, à être clair, à déterminer des objectifs précis pour justement rassurer tout le monde. En situation d'urgence, nous avons une toute petite méthode spécifique, ça s'appelle le Needs Briefing. Ça marche chez les pompiers d'ailleurs, qui l'ont dupliqué. On retrouve aussi le Needs Briefing très certainement dans les salles d'opération, dans les hôpitaux. Needs, tout simplement, nature, voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. I comme intention, voilà ce que je compte faire. T, on fixe la timeline, on fixe le temps que ça va prendre. Et le S comme spécificité, c'est-à-dire voilà les conséquences de cette situation qui vont être différentes du standard. Bien sûr. Nature, intention, timing, spécificité. Needs Briefing. Parfait. Écoute, en tout cas, c'est un témoignage très intéressant. À nouveau, n'hésitez pas à nous poser vos questions. En tout cas, là, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, être aguerri, avoir de l'expérience, un vécu sont aussi des atouts pour mener à bien un projet, dégonfler une situation, faire en sorte, en tout cas, que cette courbe de deuil soit peut-être accélérée pour pouvoir mener à bien le projet. La gestion de l'émotion. C'est la gestion de l'émotion, c'est de l'humain. Confiance en soi. Et de la confiance en soi, bien sûr. Je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir une frontière entre une zone de non-confort et une zone de stress? Comment évaluer cette frontière pour d'autres membres de l'équipe? Alors, la zone de non-confort, c'est une zone où on ressent encore que le stress, en fait, reste positif. Et ça, je vais vous avouer, c'est une zone dans laquelle j'aime me trouver. Et c'est là où je me réalise. Et le stress, en fait, devient une sorte de moteur pour se projeter dans l'action. Sinon, le stress intense, eh bien là, la personne a perdu totalement pied. Elle a perdu complètement ses moyens, toute conscience de situation. Lorsque j'étais instructeur de très jeunes pilotes en école des débuts, la progression est très, comment dire, elle est très lente. On apprend à faire évoluer l'avion sur ces 3 axes dans des bonnes conditions météorologiques. Ensuite,
on crée de mauvaises conditions météorologiques et c'est tout simple. On enferme à l'intérieur de l'avion le pilote stagiaire sous une capote. Il ne voit plus dehors. Il doit apprendre à piloter aux instruments. Et là, il change complètement ses repères. Et à tel point que pendant les 5 premières missions à peu près où l'apprentissage se fait, eh bien, la personne, lorsqu'on lui parle à la radio, n'est même pas capable d'entendre qu'on lui parle à la radio. Et tout doucement, on voit que le cerveau est capable de s'adapter. Et là, on commence à monter en performance. Je te remercie pour ce retour. Une autre question intéressante, comment faire adhérer certains interlocuteurs qui n'y voient pas leur intérêt? Eh bien, en termes de gestion de stress, oui. Je vais vous dire une chose. Comment réussir à fédérer? À fédérer, oui. Ouais. Je dirais que tous les systèmes, tous les outils industriels avec beaucoup d'engagement, que ce soit la médecine, le pilotage et aujourd'hui, on en reparle, la conquête de l'espace, sont axés sur cette même thématique. Je pense notamment à Toby Keller, qui était le psychologue du recrutement des premiers astronautes sur le programme Apollo. Lui s'est aperçu qu'il fallait quand même sélectionner des personnes qui, naturellement, étaient capables de s'adapter et de prendre de bonnes décisions sous stress. Et donc, il a monté des équipages en fonction des profils psychologiques des pilotes sélectionnés. Il s'est dit, on va prendre 3 personnes, 2 qui seront des exécutants, des procéduriers, qui vont restituer sans distorsion les protocoles de l'entreprise, et un 3e qui a un profil de rebelle, qui s'entend néanmoins très bien avec tout le monde, il le prouve lors des entretiens et de l'entraînement. Mais c'est du rebelle que viendra la solution si jamais la situation vécue ne correspond pas à la situation prévue. Ça, c'est un bon conseil en tout cas pour nos DRH qui nous suivent. Multiculture. Et multiculture, bien sûr. Toujours la multiculture, oui. Une dernière question. Alors, intéressante pour toi. Quelles conséquences tirer en termes de management de l'accident, notamment sur le vol Air France Rio-Paris? Alors, oui, l'accident Air France Rio-Paris, à titre personnel, je l'ai très mal vécu parce que cette situation m'est arrivée 3 fois en avion de chasse. Et là encore, la première fois, j'ai écrit une page blanche. Je m'en suis sorti, à tel point que les avions d'assaut, l'avionneur d'assaut a changé quelques procédures et il a changé également quelques éléments techniques de l'avion. Donc là, la première fois, c'est vrai que j'ai eu la bonne attitude. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que j'étais confronté à une situation exceptionnelle et en fait, plus rien ne marchait dans l'avion en termes d'instruments. Il ne me restait plus rien. J'ai pris une bonne inspiration. Je me souviens avoir reculé mon siège et je suis allé de la gauche vers la droite en regardant, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui reste, tout simplement. Et à partir de là, j'ai utilisé, j'ai créé une méthode qui a fonctionné, qui m'a permis de rentrer et de poser l'avion. Donc, effectivement, cet accident en termes de management aussi m'a énormément attristé parce qu'on est dans une situation, on peut le dire maintenant, il y a prescription. Ces 3 pilotes sont morts sans savoir pourquoi. Et ça, c'est déjà assez dramatique. Donc, le pourquoi, c'est multifactoriel. On a des instruments qui indiquaient des mauvaises valeurs, tout simplement parce que le groupe d'ingénieurs qui avait paramétré ces instruments s'était dit, mais en aucun cas, cet avion volera à cette vitesse. Donc, on va s'arrêter forfaitairement à une vitesse ridicule qui ne, de toute façon, ne sera jamais atteinte par cet appareil. Or, ce jour-là, l'avion a été dans ce domaine. Donc, certains instruments se sont mis à fonctionner de manière assez anormale. Et il faut bien l'avouer aussi, souvenez-vous, le bureau d'études d'Airbus avait comme phrase d'accroche et de teasing, cet avion est ultra moderne, il est tellement secure que ma concierge pourrait l'utiliser. À partir de là, les protocoles de formation ont été adaptés avec cet écosystème. Et quand l'accident arrive, il faut bien reconnaître que
les pilotes ne sont pas formés pour ça. Bon. Merci Alain. Peut-être un mot de la fin pour conclure justement sur ce webinaire. Voilà. Si tu devais synthétiser en une ou deux phrases finalement toute la matière que tu nous as délivrée, qu'est-ce que tu pourrais Ma nous foi, dire? je dirais, première chose, se connaître soi-même. Quel que soit son niveau d'expertise, il faut rester humble. On est dans un écosystème français où souvent, les diplômes qu'on a passés à l'âge de 25 ans nous suivent et ont des conséquences sur la progression de carrière pendant les 30 ans qui suivent. Et là, c'est une erreur. Donc, je fais confiance aux jeunes. Si je m'aperçois que dans un projet d'action qui est déjà dans mon esprit, j'ai un jeune copilote qui me propose quelque chose de différent, eh bien, je ne ferme pas la porte. Et il y a un mot magique pour ça, c'est pourquoi. Pourquoi? Le mot magique pourquoi, c'est développer l'assertivité, c'est essayer de proposer autre chose sans forcer les gens. L'assertivité, je crois que c'est le maître mot à retenir. Et surtout, se maintenir au niveau en termes d'expertise pour évaluer au maximum avec les précautions des biais cognitifs et prendre la bonne décision. Avec le temps, bien sûr, mais dans mon métier et peut-être dans le vôtre, ça va être, dans mon cas, quelques secondes et pour vous, peut-être quelques jours pour un projet d'importance. Absolument. Merci beaucoup Alain, en tout cas, pour ton Merci, intervention Merci. et ton feedback sur ton expérience dans la gestion du stress en situation de crise. Pour conclure, je dirais qu'en tout cas, et faire le parallèle avec vous qui nous écoutez, manager de transition ou dirigeants ayant des sujets nécessaires pour le management de transition, je dirais qu'effectivement, au sein de Wayden, nous choisissons des managers aguerris pour accompagner des situations particulièrement stratégiques. Je dirais que le maître mot, c'est qu'effectivement, on est sur de l'humain et que l'expérience est un atout pour justement faire avancer les choses et permettre de décapsuler une situation assez difficile. Guillaume, si tu permets, il y a un point important, c'est comme un vaccin, en fait, savoir prendre une décision. C'est accepter de temps en temps d'aller dans sa zone d'inconfort ou même de la simuler et se dire, tiens, si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que je prendrais comme décision? Absolument. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon webinaire et en tout cas n'hésitez pas, le replay sera en tout cas en ligne prochainement. À très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.